Bonjour à tous. Before I get started, I want to talk about the latest updates coming out of Nova Scotia. The RCMP has now confirmed that at least 22 people were killed in this weekend's terrible attacks. And we're learning more about those who were taken from us. We're seeing just how much each of them was loved. Again, I want to extend my deepest condolences to all friends and families of the victims. Know that Canada is standing with you. On sait maintenant qu'au moins 22 personnes ont perdu la vie dans la tragédie en Nouvelle-Écosse. On commence à en apprendre plus sur les victimes. On constate à quel point elles étaient aimées et bien entourées. Encore une fois, je tiens à offrir mes condoléances les plus sincères aux amis et aux familles des victimes. Tout le pays est avec vous. Right now, in incredibly difficult times, Canadians are reaching out to support each other. People are asking what they can do to help. I heard a great story of a young person here in Ottawa named Felix, who's one of those people putting up his hand. A recent engineering grad from Carleton, he'd been working on communications satellites. A few weeks ago, he talked to a local manufacturer about what they could do in the fight against COVID-19. Now, they've started designing and creating reusable face shields for frontline workers. And Felix isn't the only one stepping up. From coast to coast to coast, young people are pitching in and doing their part. So we're going to do the same for them. Many students are eligible for new programs we've brought in over the last few weeks. Many students will get the Canada Emergency Response Benefit, but others won't. And that leaves some young people worried about what they're going to do. COVID-19 has meant that there aren't as many jobs out there for students. And without a job, it can be hard to pay for tuition or the day-to-day basics. You might normally have turned to your parents for help, but right now Mom and Dad are stretched too. And even if monthly bills aren't the concern, you may have been counting on the summer job for next year's tuition or to get the right experience for your career. As young people, what you're going through matters, and we want to make sure that you'll be okay. So today, I'm announcing our plan to support students right across the country. We're launching the Canada Emergency Student Benefit to provide immediate help. At the same time, we will create new student jobs and double student grants, among other things. All of these measures will add up to approximately $9 billion for students. For today, for the summer, for next year, we're going to be there for you. So let me start with the Canada Emergency Student Benefit. Right now, you might be worried about how to make ends meet. You probably can't work your normal job, and that might be a big problem for rent or for groceries. So we're bringing in the Canada Emergency Student Benefit to help. With this benefit, you'll get $1,250 a month from May to August. And if you take care of someone else or have a disability, that amount will go up to $1,750 each month. This benefit is designed for you if you're a post-secondary student right now, if you're going to college in September, or if you graduated in December 2019. It's there for you even if you have a job, but you're only making up to $1,000 a month. The period covered by the benefit will start on May 1st, and your payments will be delivered through the Canada Revenue Agency. We'll be working with opposition parties to move forward on legislation to put this new benefit in place. Aujourd'hui, on lance un plan de 9 milliards de dollars pour les étudiants. On met sur pied la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants pour aider ceux qui traversent des moments difficiles à cause de la COVID-19. De mai à août, vous recevrez 1 250 $ par mois, et si vous vous occupez d'une autre personne, et si vous avez un handicap, vous pourriez recevoir 1 750 $ par mois. La subvention a été conçue pour vous aider. Si vous êtes aux études en ce moment, si vous allez à l'école en septembre, ou si vous avez obtenu votre diplôme en décembre 2019, vous êtes admissible. Et si vous avez un emploi, mais que vous gagnez 1 000 $ ou moins par mois, vous êtes aussi admissible. Les paiements vont être rétroactifs
au 1er mai et seront versés par le biais de l'Agence du revenu. On va travailler avec les partis d'opposition pour faire adopter le projet de loi qui va nous permettre d'instaurer cette nouvelle prestation. For a lot of students, the month of May normally marks the start of a summer job. But right now, it might be really tough to find something. You may have been looking for weeks without any success. So we're going to help. Our government is creating 76,000 jobs for young people, in addition to the Canada Summer Jobs Program. These placements will be in sectors that need an extra hand right now, or that are on the front lines of this pandemic. We're also going to be providing specific support for Indigenous students. And for student researchers and graduate students, we're going to invest over $291 million to extend scholarships, fellowships, and grants to make sure you can keep working. Depending on your funding, it'll be extended by either 3 or 4 months. Of course, a paying job isn't the only valuable way to spend your summer. Volunteering can be a fantastic way to build skills, make contacts, or just give back. If you're volunteering instead of working, we're going to make sure that you have support too. Students helping in the fight against COVID-19 this summer will soon be eligible for $1,000 to $5,000, depending on your hours, through the new Canada Student Service Grant. Your energy and your skills can do a lot of good right now. Si vous êtes étudiant, c'est difficile de trouver une job d'été à cause de la COVID-19. Notre gouvernement va donc créer 76 000 emplois supplémentaires pour des jeunes dans les secteurs qui ont besoin d'un coup de main ou qui contribuent directement à notre réponse à la pandémie. Ces emplois s'ajoutent à ceux du programme Emploi d'été Canada. On va aussi offrir un soutien ciblé pour les étudiants autochtones. Et pour ce qui est de ceux qui font de la recherche, on va investir plus de 291 millions de dollars pour prolonger leurs bourses et leurs subventions de 3 ou 4 mois et donc leur permettre de continuer leurs travaux. Parallèlement, on est en train de mettre sur pied la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Si vous décidez de faire du bénévolat pour nous aider à combattre la COVID-19 cet été, vous pourriez recevoir de 1 000 à 5 000 dollars selon les heures que vous faites. On a besoin de votre énergie et de vos compétences. Things may be hard for the next little while, but we're going to support you through it. We're doubling the student grants that the government gives out for the 2020-21 school year. For students in Quebec, the Northwest Territories, and Nunavut, we will be providing funding to the provincial and territorial governments so that they can increase their financial aid programs. At the same time, we'll provide over $75 million to increase support specifically for First Nations, Inuit, and Métis Nations students. Aujourd'hui, j'annonce aussi qu'on double le montant des bourses d'études que le gouvernement va accorder pour 2020-21. Pour les étudiants du Québec, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, on va accorder ce financement aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour qu'ils puissent bonifier leurs propres programmes d'aide financière. En même temps, on va investir plus que 75 millions de dollars pour appuyer les étudiants inuits des Premières Nations et de la Nation des Métis. To all the students watching today, let me say this. As you're building your future, thinking about how to contribute, about starting a family or a career, all of a sudden, you're faced with a massive crisis. This uncertainty that you feel can be overwhelming. But in Canada, we look out for each other. We value education, service, hard work. These measures will help you get through this so that you can build that career and the future that you've been looking forward to, that we've been looking forward to for you. On the other side of this, when the economy comes roaring back, you will define our path forward, a path towards a better, more equal society. That's what we're doing together. Today, on Earth Day, we are reminded that the way forward includes a healthy environment and a strong, sustainable economy. Although our immediate focus is on the fight against COVID-19, we will always do our part to build a brighter future for tomorrow.
Aujourd'hui, le jour de la Terre nous rappelle qu'on doit concilier une économie durable et un environnement sain. Même si en ce moment on est occupé avec la COVID-19, on va toujours faire ce qu'il faut pour bâtir un avenir meilleur pour notre génération et les générations futures. Je sais qu'au cours des 6 dernières semaines, nos vies ont changé d'une façon ou d'une autre. Qu'en ce moment, l'avenir peut paraître encore plus incertain. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez étudiant, travailleur essentiel ou propriétaire d'entreprise, on est là pour vous. On a besoin que vous aussi, vous fassiez votre part. Alors, continuez de rester chez vous, de vous laver les mains et de garder une distance de 2 mètres les uns des autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va passer à la période de questions en commençant par le téléphone. Modérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Raymond Filion, TVA. À vous. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais vous entendre au sujet des histoires d'horreur qui se multiplient dans de nombreux centres pour aînés. Il y a des gens qui meurent affamés, seuls, dans des lits souillés en raison d'un manque criant d'effectifs. Oui, c'est une juridiction provinciale, mais compte tenu de la gravité de la situation, est-ce que vous avez l'intention d'intervenir? Oui, on a l'intervention d'aider les provinces et d'être là avec des appuis nécessaires. On est en train de travailler avec eux pour assurer que les employés qui travaillent à revenus très modestes bénéficient d'un peu plus d'argent. On est en train de travailler pour mettre en place des règlements à travers le pays pour assurer que nos aînés soient protégés. Mais nous comprenons tous que c'est une situation extrêmement grave pour nos aînés. Les résidences d'aînés à travers le pays sont ciblées par la COVID-19. Les gens qui y travaillent font à tous les jours, en temps normal, un travail extraordinaire et maintenant, c'est un travail rendu encore plus difficile. Nous nous devons, en tant que société, en tant que tout palier de gouvernement, d'en faire plus pour protéger ces aînés. En suivi, oui. Est-ce que le Québec vous paraît en contrôle de la situation actuellement? On parle d'un manque criant de personnel. Avez-vous des gens que vous pouvez envoyer en renfort dès maintenant? Et si oui, pourquoi ces gens-là n'ont pas été déployés? Je parle de gens en plus de ce que vous avez déjà annoncé, la contribution militaire notamment. On a reçu des demandes de Québec pour envoyer de l'aide et on a envoyé de l'aide, par exemple les militaires. On continue de travailler avec Québec pour donner l'aide qu'on peut, mais on reconnaît que le Québec est en train de travailler très fort pour résoudre cette situation. Merci. Prochaine question, opérateur. Thank you. Merci. Next question, Teresa Wright, the Canadian Press. Line open. Good morning, Prime Minister. Could you please explain why will you not make the CERB a universal benefit? We just move forward in support for students today. The Canada Emergency Response Benefit is there for people who lost a paycheck. We recognize that because of COVID-19, there are many people out of work who were counting on a paycheck to be able to pay for their groceries, to be able to pay their rent. Those people are helped by the CERB. We now are moving forward with direct help for students. In many cases, post-secondary students, school year ends or term ends now at around the end of April, and normally at the beginning of May, they'd be looking for summer jobs. This is something that obviously is not going to happen the same way or as easily this year. That's why we're moving forward with the Canada Emergency Student Benefit that will help students who can't find a job. But on top of that, we're going to be helping students across the country by creating new jobs, by finding areas where young people can serve, can contribute, can get jobs. And if they volunteer, we're going to be rewarding them for volunteering as well. We need to create a range of measures to support young people, and that's what we've done today to the total of $9 billion. At the same time, we recognize that there are further gaps that we need to continue to work on in terms of covering. We've moved very fast for most people, but we continue to work with allies and opposition parties and partners in across areas in the country to deliver more help to those who need it. Follow-up question. Aujourd'hui, nous annonçons de l'aide pour les étudiants. La prestation canadienne d'urgence aide énormément de gens qui ont perdu leur chèque de paye.
On avait besoin d'aider ces gens-là. Mais nous reconnaissons aussi que les étudiants qui finissent leur semestre scolaire, normalement, seraient en train de chercher des emplois pour le mois de mai, pour l'été. Ils vont avoir de la difficulté à en trouver. Alors, on est en train de créer de nouveaux emplois dans des secteurs où ils pourraient être utiles. En même temps, on est en train de livrer une prestation canadienne pour les étudiants pour s'assurer que ces étudiants qui ne trouvent pas d'emploi vont avoir de l'argent pour pouvoir payer leur loyer et leur épicerie. Follow-up question? With all due respect, I don't believe you answered the question. We've heard many Canadians who are falling through the gaps. You've even said so yourself. There's a growing push for universal benefit. So why is this something that you are not doing at this point? Our focus at this point, and from the very beginning, it has been on getting help to people who needed it. There are millions of Canadians who need help. There are others who do not need help. And we felt and we feel that targeting the maximum amount of help to the people who needed it quickly was the right way to begin to get through this process. That's what we did with the Canada Emergency Response Benefit that is delivering that help to over 8 million Canadians already. We need to do more. That's why we're announcing the Canada Students Benefit. But our approach has been to give as much help as possible to the people who need it. That's why we took the approach that we did. Okay. Notre approche dans cette situation et dans cette crise a toujours été de donner le plus d'aide possible à ceux qui en ont besoin. Il y a des millions de Canadiens qui ont besoin de la prestation canadienne d'urgence, qui ont besoin de la subvention salariale. Alors, on a bougé rapidement pour livrer à ce niveau-là. Mais il y a des Canadiens qui n'ont pas besoin d'aide en ce moment pour leur chèque de paie, qui continuent à travailler. Et ces gens-là, on peut donner l'argent qu'on pourrait donner universellement à ceux qui en ont besoin pendant cette crise. On doit être là pour les uns pour les autres et nous, on a privilégié ceux qui avaient besoin d'aide. Merci. Prochaine question, opérateur. Next question. Thank you. Merci. Prochaine question. Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais vous entendre sur la frontière et les projets de déconfinement de certaines provinces. Il y a certaines provinces qui commencent à prévoir leur déconfinement, qui disent qu'elles s'apprêtent à rouvrir peu à peu leur économie. Êtes-vous, dans un premier temps, êtes-vous à l'aise avec ce début de déconfinement? Et la semaine dernière, vous disiez que vous vouliez permettre une certaine flexibilité aux provinces pour ce qui est de la frontière avec les États-Unis. Pouvez-vous clarifier ce que vous vouliez dire? Est-ce que, par exemple, des provinces pourraient rouvrir leurs frontières avec les États-Unis avant le décret, là, si je peux dire, fédéral qui la maintient fermée jusqu'au 21 mai? Ou au contraire, est-ce que votre flexibilité, c'était de la rouvrir après Ottawa accepte de la rouvrir? D'abord, on reconnaît tous que la pandémie a des différentes articulations dans différentes parties du pays et donc les différentes régions, les différentes provinces et territoires vont prendre leurs propres décisions par rapport aux prochaines étapes pour la rouverture économique. Mais nous faisons notre travail de coordonner avec les provinces pour s'assurer que les principes scientifiques, l'approche est basée sur des éléments semblables à travers le pays pour que les gens comprennent bien ce qui est en train de se passer dans leur région et à travers le pays. Par rapport à la frontière américaine, les mesures qu'on a annoncées jusqu'à maintenant, jusqu'au 21 mai, vont rester en place partout à travers le pays. Et par rapport à ce qui se passera après le 21 mai, on pourra avoir plus de discussions avec les États-Unis et peut-être avec les provinces, mais c'est une mesure pan-canadienne nationale. We recognize that different provinces will make different decisions about how and where to start restarting and reopening their economies. We are going to work to coordinate so that we're basing ourselves on shared values, principles, and scientific approaches right across the country. But yes, provinces will take their decisions that we will work to try and coordinate in a cohesive story for all Canadians.
In regards to reopening the border with the United States, that is a federal and national decision that we have brought in, that we will continue to coordinate with the United States, but the national measures will apply right across the Canada-US border, regardless of provinces or jurisdictions. En suivi? Merci. Et pour revenir à la situation au Québec, on est à plus de 50% des décès au pays qui sont au Québec. En tant qu'élu québécois, ça vous fait quoi de voir ça? Et concrètement, qu'est-ce que le fédéral peut faire? Je comprends que c'est une juridiction provinciale, mais concrètement sur le terrain, au-delà de bonifier des salaires ou de négocier de la flexibilité sur les loyers commerciaux, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement sur le terrain pour aller faire en sorte qu'on calme, si je peux dire, on aplatit cette courbe des décès qui n'arrête pas d'être exponentielle? On respecte les juridictions provinciales. Je pense que le Québec fait une bonne job de gérer ses propres enjeux, mais évidemment, nous sommes là en tant que gouvernement fédéral pour donner de l'aide là où on en a besoin, là où le Québec nous le demande. On a envoyé des militaires pour aider au Québec. On n'en a pas envoyé ailleurs au pays parce que c'était des demandes du Québec. On a aidé directement avec d'autres mesures qui vont aider au Québec, les règlements par rapport au CHSLD qu'on applique à travers le pays et qui sont alignés avec les décisions prises par le Québec. Nous allons être là pour être partenaires, pour accompagner, pour répondre aux demandes par rapport à l'équipement de protection, par exemple, que le Québec nous a demandé. Le gouvernement du fédéral a son rôle à jouer, mais nous allons toujours respecter et appuyer les provinces dans leur juridiction provinciale. Merci beaucoup. Dernière question, opérateur. Thank you. Merci. Next question, Rajinder Saini, Parvasi Media Group. Line open. Prime Minister, good morning. This is Rajinder Saini from Toronto. Prime Minister, last week government decided to decrease the lower limit of payroll to $20,000 to qualify for $40,000 loan. This is a welcome step. But still, there are many small businesses like small restaurants, convenience stores, bakery shops, dry cleaners, who won't be able to get this benefit because of many reasons. There are businesses, these are businesses already struggling. Now we have got a report today that in Toronto, 2/3 of these businesses won't be open after 3 months. What government is considering to help these businesses? We know that businesses, particularly small businesses, are facing an extremely difficult time through COVID-19. And we need to support these small businesses, not just because they are main drivers of our economy and of our employment right across the country, but because we need them to be in good shape when this COVID-19 crisis is through so that they can come back. That's why our focus has been on helping workers who lose a paycheck and people who lose their jobs with the Canada Workers Subsidy and the Canada Emergency Response Benefit. We also recognize that small businesses, including the smallest businesses, need help with access to credit, which is why we put in place a $40,000 loan with a $10,000 non-repayable element that is going to be helping small businesses significantly. As you said, we heard from some very small businesses that weren't qualifying when we had the threshold at $50,000, which is why we dropped it down to $20,000, which is the equivalent of a one full-time worker at minimum wage for the year. That was the threshold that we determined was right for small businesses. We recognize that there are other small businesses that are not getting the support they need because of particularities in their circumstances, and we are continuing to work with finance and with business associations to make sure that we're giving these small businesses the support they need, not just to get through this difficult time, but so to make sure that they come back strong at the end of it. On a follow-up? Prime Minister, Canadian government is doing its best to bring Canadians back home, but there are 20,000 Canadians stuck in India right now. Many of them are children, ailing seniors. Their families are worried about their well-being. They are frustrated that Canadian High Commission office in New Delhi has not been able to provide them timely help.
Even our High Commissioner there has apologized to them for this situation. Is Prime Minister's office aware of this situation and any immediate help for them? We are very aware of the challenges faced by Canadians all around the world who want to return to Canada at a time where international flights are extremely limited. We continue to work with governments around the world, including the Indian government. We have welcomed over the past month about 20,000 Canadians home through repatriation flights. They all go into quarantine when they're home to make sure that they're not increasing the risk of COVID-19 to everyone else. But it is important to be able to bring home Canadians. There are particularly high demands in some parts of the world, including India, that we are working very, very hard, day and night, to try and resolve. There have been many flights back from India, but there is a need for more. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Louis Blouin de Radio-Canada. Le syndicat des douaniers dit qu'ils ont une nouvelle directive depuis cette nuit en ce qui a trait aux demandeurs d'asile. Donc, on comprend que le chemin Roxham reste fermé, mais ceux qui se présentent au point d'entrée officiel pourront présenter donc une demande de statut de réfugié, être envoyés dans un hôtel, nous dit-on, pour être hébergés. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui a changé à la frontière? Est-ce que l'accord sur les tiers pays sûrs tient toujours? Est-ce que ça vient de ce que les Américains ont décidé? On aimerait avoir des clarifications là-dessus. D'après ce que je sais, l'accord de tiers parties sûres est encore en place. S'il y a des nouvelles directives, on va faire un suivi pour vous répondre là-dessus. Mais donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé cette nuit? Pas à ce que je sache, mais je sais que le ministre Blair va pouvoir vous en informer plus si oui, effectivement, il y a eu des changements. Sur la question... Okay. As far as I've been apprised, there haven't been any changes at our posture in the border, but if there have been changes, I'm sure Minister Blair will be able to fill you in on those. Sur la question du revenu minimum garanti, la question vous a été posée tantôt. Est-ce qu'au départ, ça n'aurait pas été plus simple d'avoir un programme qui est plus universel, plus ouvert en termes administratifs, par exemple, de dire, bon, écoutez, on l'ouvre, ce sera une seule prestation comme telle. Pourquoi pas avoir opté pour cette idée-là? Est-ce qu'il y aurait eu trop d'abus? Comment vous pouvez justifier ça? D'abord, deux éléments à l'idée d'une prestation universelle. On comprend qu'il y a des gens qui trouvent que ça aurait été une solution simple. D'abord, ça n'aurait pas été beaucoup plus simple ou même plus simple du tout que d'administrer la prestation canadienne universelle. C'est pas aussi simple que tout simplement d'envoyer un chèque à tous les Canadiens de n'importe quel âge, de n'importe quel endroit. C'est toujours un peu plus compliqué que ça. Et deuxièmement, et la plus grande raison, c'est que on a choisi d'aider d'abord et avant tout et le plus possible ceux qui en avaient réellement besoin. Nos mesures, dès le début, reconnaissaient qu'il y a des gens qui ont perdu leurs emplois, perdu leurs revenus à cause de la COVID-19, pas du tout de leur faute, mais qui ont besoin de revenus pour pouvoir payer leur épicerie, pour pouvoir appuyer leur famille, pour pouvoir payer leur loyer. C'est pour ça qu'on a choisi de bouger de façon ciblée, rapidement, pour livrer ce qui est nécessaire pour ces gens qui en ont besoin. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On voit plus de 8 millions de Canadiens recevoir la prestation canadienne d'urgence et on vient d'annoncer de l'aide pour les étudiants. Et il y a d'autres annonces pour venir pour aider d'autres gens qui ont besoin d'aide. Glenn McGregor, CTV News. Prime Minister, yesterday you said you would proceed with gun control legislation at the appropriate time. We've seen other countries, Australia, New Zealand, act very quickly after mass shootings. Why do you think this isn't the appropriate time? And do you not believe that Parliament can't deal, even in their limited form, with two pressing issues at the same time? We are certainly looking at introducing our new gun control measures that were ready to go before Parliament was suspended of the because of COVID-19. The rules around the unanimous consent motion that governs the return of Parliament in a reduced state specifically state that we need to only introduce measures that are related to COVID-19, but we will certainly be seeing with other parties if there is an appetite to move more quickly given the measures in place, given the tragedy that we just had. Nous étions presque prêts à introduire nos mesures de contrôle des armes à feu avant que le Parlement soit suspendu et on est tout à fait ouvert à les introduire bientôt. Les conditions
pour le Parlement de siéger de façon restreinte maintenant exige que les projets de loi déposés soient seulement en lien avec des mesures contre la COVID-19, mais nous sommes ouverts à parler aux autres partis pour voir s'il y a un appétit de bouger plus rapidement, même pendant cette période de crise, sur renforcer le contrôle des armes à feu. Those measures before Parliament are comparatively modest to things that have been done in other countries, particularly Australia after the Port Arthur massacre in 1996. Are you willing now to revisit the measures that are before Parliament and strengthen them, particularly with regard to ownership of restricted weapons like handguns and certain kinds of semi-automatic rifles? We made some very strong commitments in the last election campaign on strengthening gun control. We saw there was a significant debate in this country that continues between parties that are in favor of strengthening gun control and other parties that want to weaken gun control. There continues to be a need for debate in this country, but we are resolute that we need to move forward on strengthening gun legislation, on strengthening gun control in smart, common sense ways, and on banning assault-style weapons from this country. They have no place in our communities, in our country, and that's why we will be moving forward with legislation to ban them. Hi, Prime Minister Tom Perry with CBC. You said in your announcement you're making 76,000 jobs for young people, and that these placements are going to be in sectors that need an extra hand right now and are on the front lines of the pandemic. Can you clarify where that's going to be? I mean, we've heard from farmers who need help. We've heard about contact tracing, needing people there. Where are these students going to be working? These are the kinds of things we're looking at. We're looking at help on contact tracing. We're looking at sectors that need extra support, perhaps agriculture and others. There are a number of ways that we're looking at it right now. We will have more to say in the coming days as we develop this, but we know young people want and need good summer jobs, and we're going to try and make sure that they can get them. And you talked earlier about seniors' homes and the tragedy unfolding there. The government has announced support for essential workers there. I'm wondering, has there been much buy-in? Is that actually helping anyone yet? And as you look further ahead, this is a provincial responsibility. Do you see a greater role for the federal government in ensuring a uniform standard of care? And is that something you're going to be raising with the premiers? We've seen a couple of provinces like BC and Quebec move forward on support for essential workers who are low paid but in important areas like in long-term care facilities. That's why we are talking with provinces about expanding and supporting them in those programs. There have been discussions ongoing with the provinces, recognizing, as was pointed out, that it's very much a provincial area of jurisdiction, but we recognize this is a problem that we want to help with. I think the larger question that we're all facing is an understanding that in many parts of this country, in many places across this country, the people who care for our most vulnerable are themselves quite vulnerable. And I think we need to have a reflection as we get through this crisis and certainly after it on how we ensure that the people who are taking care of our most vulnerable are not themselves vulnerable. Okay. Je pense que, évidemment, on est en train de travailler avec les provinces pour aider dans toutes sortes de situations, y compris pour les résidences d'aînés. Mais il y a une réflexion qu'on va devoir avoir en tant que pays, en tant que société, sur comment on s'assure que les gens les plus vulnérables ne sont pas dépendants ou servis par des gens qui sont extrêmement vulnérables eux-mêmes. On a besoin de s'assurer que ceux qui font ces travaux si importants de s'occuper de nos aînés, des personnes extrêmement vulnérables, ne soient pas eux-mêmes très vulnérables au niveau économique. Prime Minister Janet Silver, Global News. Just to follow up on seniors, there have been a number of announcements today for students, previously for businesses, etc. I'm wondering specifically in terms of seniors and recently retired people who have lost all their savings or substantial amount of savings due to COVID-19, will there be help for them? Yes, there is help coming for seniors. We recognize that the first priority was getting income replacements to people who had lost their incomes, lost their jobs. That's what we did with the Canada Emergency Response Benefit and with the wage subsidy.
Now, as the school year comes to an end in April for university students, we're moving forward with support for university students because they are going to need help in finding a job, in getting income replacement at a time where they were going to be counting on money to help them pay rent, pay groceries. At the same time, even though many seniors continue to have the same fixed income they had from the government, from pensions, there are concerns both about their long-term savings, which is why we made changes on the RRIF withdrawals, but we also recognize that the cost of living has gone up for seniors as they are facing challenges because COVID-19 targets seniors to a greater degree. So we're working right now on measures for seniors. I want to thank the other parties who have made excellent suggestions, and we will have more to announce in the coming days. Okay. Nous avons prioriser notre réponse pour ceux qui ont perdu leur chèque de paie à cause de la COVID-19. Avec la subvention salariale, avec la prestation canadienne d'urgence, on est en train d'aider ceux qui en avaient vraiment le besoin dès le début de cette crise de la COVID-19. Ensuite, aujourd'hui, on annonce, parce qu'on arrive à la fin de l'année scolaire pour les étudiants au postsecondaire, on a besoin de leur donner de l'aide parce qu'ils vont avoir de la misère à trouver des emplois au mois de mai, des emplois pour l'été. Donc, on introduit la prestation canadienne d'étudiants d'urgence. Maintenant, on va se pencher sur les aînés aussi. On a déjà pris certaines mesures pour aider nos aînés, mais on va en faire plus et on va avoir des choses à annoncer dans les jours à venir. And finally, Prime Minister, in terms of those awful events that happened over the weekend in Nova Scotia, I'm wondering if your government is looking at introducing federal guidelines for how to deal with an active shooter. I think there are many families that are grieving incredible losses right now who are asking themselves questions about how things could have been different, how they might have been able to have been warned earlier. Those are extremely important questions that I know will be addressed through the investigation, through the conclusions. We need to make sure we're doing everything we can every step of the way to protect citizens in any circumstances. And I know those are things that we will be reflecting on and talking about as a country in the coming years, in the coming days and weeks. Merci. Merci, c'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui.